Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, ne prenez pas de psychédéliques si vous ne voulez pas changer. Je vais vous dire, c'est bizarre. D'habitude, ce gars, il nous motive à prendre des drogues. C'est faux. Ceci n'est pas une incitation ou non à la consommation de substances, qu'elles soient légales ou illégales. Voilà, j'ai fait le disclaimer dès le début. Mais l'idée, c'est pourquoi il ne faudrait pas prendre de psychédéliques si on ne veut pas changer. Ça veut dire que je pense que le changement, tout le monde en général dit ouais, je veux changer, etc. Mais il n'y a pas tant de gens que ça qui vont vraiment faire quelque chose pour qu'il y ait un réel changement. Du coup, pour expliquer déjà qu'est-ce que ça va faire les psychédéliques, parmi les effets que ça a, il y a une dissolution de l'ego qui peut être partielle ou totale en fonction de la dose. Et ce qui se passe quand il y a cette dissolution de l'ego, c'est-à-dire au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'il y a? C'est des nouvelles connexions neuronales qui se forment, c'est-à-dire qu'il y a des régions du cerveau qui n'ont jamais vraiment communiqué entre elles ou pas beaucoup, et du coup il y a des nouveaux réseaux synaptiques qui se créent. Et ça fait qu'on peut avoir, par exemple, des réponses à des questions qu'on se posait peut-être de manière inconsciente. Ça arrive souvent que les gens, dans leur première prise de psychédélique, ils ont une réalisation de quelque chose chez eux. Et voilà, c'est un petit peu l'effet que ça fait. Mais qu'est-ce que ça fait aussi les psychédéliques? Soit pendant l'effet, soit même après dans une moindre mesure, ça augmente la sensibilité. Et au final, la sensibilité à quoi? Quand on parle par exemple de ce qui est physique, c'est plus on est sensible au plaisir, plus on est sensible à la douleur. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Dans un monde où on est très insensibilisé. Ça veut dire par exemple juste le fait que la junk food c'est très répandu, on est moins sensible à la nourriture. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va manger beaucoup de junk food, il va pas savoir la nourriture ce que ça lui fait vraiment, si ça lui fait du bien ou du mal ou quoi. Il mange, ça lui fait kiffer, etc. Mais par exemple quand quelqu'un va commencer à manger sainement ou quoi, si un jour il mange de la junk food ou quelque chose qui ne lui correspond pas, il va clairement le remarquer. Et du coup, on est insensibilisé de par ça et de par plein de choses. Par exemple, juste avec les écrans, ce 21e siècle, tout le monde est accro aux écrans. Et vraiment, c'est archi chaud. C'est-à-dire, je me rappelle, il y a quelques jours, je parlais avec un ami et je lui disais, c'est quand la dernière fois que tu as passé 48 heures sans écran? Et il a commencé à réfléchir, à réfléchir. Il m'a dit, peut-être c'est depuis le primaire, ça fait 20 ans que j'ai pas passé 48 heures sans écran. Et cette addiction aux écrans, ça baisse la tension, la dopamine, tout ça, etc. Et ça veut dire qu'on est insensibilisé à plein de choses, vu qu'on est habitué à voir des vidéos où il se passe des trucs complètement dingues. Et du coup, la vie normale, elle a plus vraiment la même saveur. Je sais pas comment le dire. Et du coup, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger? Parce que autant les psychédéliques, on peut en tirer du positif, ça veut dire des bienfaits, autant ces bienfaits, ça peut aussi devenir des méfaits et quelque chose de négatif. Il est où le danger exactement? Le danger, c'est que quand on va être comme ça, on va avoir des réalisations avec les psychédéliques. Par exemple, ça peut être tout comme réalisation, genre si je continue à boire autant d'alcool, je vais mal finir. Si je continue à être dans cette relation toxique, qu'elle soit voilà romantique ou amicale, ça va me faire beaucoup de mal. Et voilà, il y a plein de réalisations qu'on peut avoir. Et en plus, avec la sensibilité qui augmente, c'est-à-dire le fait qu'on est plus sensible, on se prend beaucoup plus les claques de nos mauvaises habitudes et comportements. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un, il a une vie où il va boire souvent, fumer du shit coupé au pneu souvent, fumer des cigarettes par paquet, etc. Et il passe la journée à traîner devant son PC, à mater du porn, des vidéos à la con, etc. Et que ses interactions sociales, elles sont pas du tout intéressantes et tout. Autant avant de prendre des psychédéliques, vu qu'il est très insensibilisé, il le remarque même pas, c'est la routine. Mais quand il va prendre des psychédéliques, il va réaliser tout ça, il va être beaucoup plus sensible. Et le problème, c'est que cette sensibilité va faire que
tout va être beaucoup plus lourd et que du coup, des conséquences qu'on ressent peut-être pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui abusent de substances et qui disent oui, moi, non, ça me fait pas de mal, ça me va très bien, je suis heureux. Bah, quand la sensibilité augmente, va beaucoup plus sentir des trucs comme la gueule de bois, les symptômes de manque, etc. Je vais vous prendre un exemple, c'est un ami à moi et du coup cet ami à moi, voilà, actuellement il fait taxi et il est sur Paris et il y a je pense quelques années, il a une maladie où il a des taches noires à l'œil et sa maladie en particulier, je ne me rappelle pas le nom, elle est liée au stress, elle est liée à un cortisol élevé qui est souvent lié à un stress élevé et voilà, c'est le stress et le déclencheur et le potentialisateur de sa maladie. Et lui, ce qu'il m'avait dit, c'est que quand il a découvert les psychédéliques il y a peut-être un an ou quoi, ça lui avait fait pas mal de bien au début. Il disait, je me sentais mieux mentalement. C'est quelqu'un qui pouvait, par exemple, se sentir vraiment oppressé, par exemple, dans le métro, ou sentir qu'il risque de paniquer ou qu'il est pas bien et tout. Et il m'a dit, après mon premier trip, ça allait mieux. Et puis j'ai réalisé que je devais changer certaines choses dans ma vie. Par exemple, il veut changer de métier, il en a marre de Paris, de plein de trucs. Il a réalisé qu'il devait faire des changements. Et puis au fur et à mesure, il a retripé et il a fait des trips quand même assez costauds. Et autant au début, ça veut dire pendant et après le trip, il me disait ouais, je sens que je vais mieux, j'ai moins de stress, moins d'anxiété, je dors mieux, mon œil, je sens que ça va mieux, je commence à voir, il y a un peu moins de tâches, je vois un petit peu plus naturellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après, vu qu'il est resté dans son même schéma, son même environnement de, par exemple, partir à Paris, un endroit stressant, faire taxi, ce qui est assez stressant. Voilà, on est en voiture toute la journée, la circulation, tout ça. Il m'a dit, bah, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que limite, ça revenait. Genre, ça revenait son truc à l'œil, ces trucs de stress, ces trucs de panique. Et voilà. Et quand il a commencé à me dire ça, moi, je lui ai dit, honnêtement, ton environnement, tu peux pas te permettre d'être hypersensible dedans parce qu'il peut augmenter ton stress, il peut te faire du mal. Du coup, vraiment, c'est pas le moment de triper. Et du coup, bah, il a pas trippé pendant une certaine période. Et voilà, et du coup, les symptômes, tout simplement, vu qu'il a moins de sensibilité, il est moins sensible au stress qu'il reçoit, et du coup, ce stress qui va motiver qui va influencer certains trucs dans son corps, que ce soit le cortisol, que ce soit d'autres choses. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Bah, il est parti dans des doses psycholytiques très légères. Voilà. Du coup, j'ai fait une vidéo pour les curieux sur les thérapies psycholytiques. C'est les thérapies qui, à la place de prendre des grosses doses rarement pour avoir vraiment des expériences de transcendance de l'âme, de révélation incroyables, c'est des doses qui sont plus légères. C'est-à-dire ça commence même à 30 microgrammes. Et lui, c'est ce qu'il prend. Il prend 30 et 40 microgrammes toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voilà. On est sur une consommation qui est plus légère que le microdosing. Et il m'a dit, ouais, justement comme ça, bah, ça me permet le week-end d'avoir un jour où je vais prendre du recul, où je vais me détendre, où je vais être un peu tripé. Et ça va pas non plus me rendre extrêmement sensible. Et ça me donne le temps justement pour faire mes choix de vie et pouvoir voir comment changer ma vie et la modifier. D'ailleurs, il faisait du microdosing à un moment. Il m'a dit, bah, clairement, à la place de prendre des 10-20 microgrammes 2-3 fois par semaine, je me sens beaucoup mieux de prendre 30-40 microgrammes une fois par semaine. Voilà. Et rapidement, moi, à mon avis, le microdosing, je pense que c'est vraiment un truc très commercial. Je pense que vraiment, on n'est pas dans des dosages idéaux. Donc, moi, vraiment, les doses du microdosing entre 10 et 20 microgrammes, c'est les doses où je me sens pas à l'aise. Genre, je me sens à peine tripé, mais en même temps truc. Et en général, le microdosing, les gens, ils font ça dans leur vie, dans leur taf, parce on est à la Silicon Valley. Ça, c'est du silicone, frère. C'est des faux pecs. Reprenons. Et du coup, justement, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est des gens qui sont encore dans la productivité, dans la société de consommation. Et voilà, et les règles de l'univers, de tout est un, tout s'équilibre. Tu consommes, tu te fais consommer. Et c'est pour ça qu'on est dans des sociétés particulièrement fatiguées. Voilà. Du coup, moi, franchement, quand je microdose, c'est des doses incroyablement faibles. Genre, vraiment, c'est entre 3 et 7 microgrammes que j'aime microdoser. Et sinon, bah, autant que je me retrouve dans un petit trip à au moins 30-40 microgrammes, quelque chose qui reste franchement très léger, très gérable. Je pense qu'il y a très peu de gens qui vont bader à 30-40 microgrammes, voire personne. Et je pense que ces doses-là, c'est possible d'être un petit peu dans l'exploration, un petit peu dans tout ce qui est psychédélique, mais en même temps de ne pas aller trop loin si justement on n'est pas prêt pour le changement. Parce que qu'est-ce qui se passe avec un trip psychédélique? Et ça se passe
plus on augmente la dose, plus ça se passe, c'est que les traumas remontent et des trucs comme par exemple des trucs par exemple psychotiques, voilà, quelqu'un qui est génétiquement destiné à être par exemple schizophrène ou bipolaire, etc., ou qui a ça dans la famille, ça peut remonter. Je me rappelle, j'avais vu par exemple une interview de Olivier Chambon, qui est un psychiatre assez connu en France pour son travail dans les psychédéliques, et qui disait, au final, il y a beaucoup de gens qui ont peur que ça remonte, qui ont peur que ça remonte, mais c'est un truc qui, dans la majorité des cas, ça va remonter à un moment ou à un autre, et l'idéal, limite, c'est mieux qu'au moment où ça remonte, que ce soit bien géré, voilà. Et j'ai fait toute une vidéo sur tout ce qui est schizophrénie, bipolarité, chamanisme, psychédélique, et moi, personnellement, dans mon cas, personnel, je suis convaincu que les psychédéliques bien utilisés peuvent aider les personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Et pour les traumas, ça c'est déjà connu, que ce soit la MDMA qui est utilisée pour traiter le PTSD, la kétamine qui était utilisée pour traiter la dépression, ou les psychédéliques, par exemple thérapie psycholytique, on est avec un thérapeute et il y a beaucoup d'échanges et tout. Voilà, la MDMA et la kétamine, à proprement parler, ce ne sont pas des psychédéliques, mais au sens large, on les met un petit peu dans cette catégorie, même si c'est des empathogènes, des dissociatifs. Au final, c'est les trois familles qui ont franchement, pour moi, un intérêt thérapeutique. Voilà. Je pense que, par exemple, le cannabis et le tabac, et je parle pas de la cigarette, je parle pas de la cigarette, frère, il y a bref, c'est pas le moment d'en parler, mais la cigarette, il y a tellement de poison dedans, ça n'a rien à voir avec le tabac. Mais le tabac et le cannabis, c'est quelque chose qui a été utilisé de manière rituelle dans beaucoup d'endroits au monde. Je pense que le tabac, c'était plus l'Amérique du Sud, et le cannabis, c'était un peu plus vers l'Inde, etc. Mais il y avait vraiment des usages thérapeutiques de ça. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas 1% des consommateurs de tabac ou de cannabis qui arrivent vraiment à en tirer un usage, on va dire, un petit peu cérémoniel pour partir dans de l'introspection et tout. Et voilà, beaucoup de gens sont dans la consommation où il va te prendre une Marlboro, il va te mettre du shit coupé au pneu et à la crotte de bique, voilà. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce genre de truc. Et quand ces traumas, ils vont remonter par exemple, ou ces trucs psychotiques, où il y a tellement de trucs différents qui peuvent remonter, des fois c'est juste des émotions refoulées, plein de choses, voilà, c'est ce qui remonte, l'inconscient, le subconscient qui vient, qui fait Hey, what's up? On a deux choix, soit fuir et se perdre, soit affronter et se trouver. Et justement, si on n'est pas prêt au changement, il y a beaucoup de chances qu'on soit dans la fuite, qu'on soit en mode non, 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 je veux pas savoir tout ça sur moi, je veux pas toutes ces révélations, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et quand il y a cette fuite, justement, qu'est-ce qui se passe? Bah, pourquoi on va se perdre? Parce que justement, c'est de la résistance. On va résister à l'expérience. On va dire non. Ça m'est arrivé beaucoup de fois de tripciter des gens. Je pense que dans ma vie, j'ai dû tripciter plus d'une centaine de personnes. Et voilà. Et des fois, il y a des gens, ils sont en résistance et tout. Ils disent non, je veux pas. Comment on arrête? Ralentis, des trucs comme ça. Et moi, ça me fait rire quand la personne me dit ralentis. Je lui dis, je suis Dieu, frère. Je vais faire comme ça. Je vais. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est si on n'est pas prêt à affronter l'expérience, c'est possible que ça apporte du négatif. D'ailleurs, par exemple, vous savez que par exemple les benzodiazépines sont des trip killers. Voilà, c'est le trip killer le plus utilisé. Il y a d'autres trucs. Faites gaffe avec les antipsychotiques. Il y en a certains, ils peuvent faire un effet trip killer, et il y en a certains, ils peuvent même aggraver la situation. Du coup, partez pas du principe qu'un antipsychotique random peut vous faire un effet trip killer. Faut se renseigner sur les molécules que vous avez. Mais j'ai oublié c'était quel psychiatre ou psychothérapeute qui travaillait dans ça qui en parlait. Mais faut éviter de couper un trip avec une benzodiazépine. C'est-à-dire même si une personne bat, genre à moins qu'on soit vraiment dans un truc de dingue, de panique, de cri, les benzodiazépines sont vraiment à éviter parce qu'on coupe le processus. On coupe le processus, et quand le processus est coupé, il y a plein de trucs qui sont remontés, qui devaient être gérés durant l'expérience, qui n'ont pas été gérés. Alors que qu'est-ce qui se passe quand on affronte? Quand on affronte, on accepte. C'est un état d'acceptation, et c'est un petit peu, on se retrouve dans les 7 principes du bouddhisme. Je pense que c'est le 7e qui est accepter la réalité telle qu'elle est, sans aversion ou sans désir. Et justement, quand on accepte les choses telles qu'elles sont, on est dans un état d'observation dans lequel on regarde les pensées et sans s'identifier, et on est dans un état, on est un observateur qui ne juge pas. Parce que c'est très facile de se retrouver dans
dans le jugement et souvent le jugement de soi-même, vu que c'est des psychédéliques et de l'introspection. Mais justement, faut lâcher prise sur ce jugement. C'est notre instinct de survie qui nous fait juger. Par exemple, on juge. Par exemple, on va voir quelqu'un dans la rue qui a l'air complètement bourré. On se dit qu'il peut être dangereux, etc. Voilà. Le jugement, ça nous a quand même fait évoluer en tant qu'espèce. C'est l'instinct de survie. C'est comme ça que nos ancêtres, les Thomas et les Australopithèques, bah, ils se sont pas fait bouffer par des lions et que je suis là, voilà, voilà, devant vous. Je suis un Homo sapiens, sapiens, sapiens. Voilà. Et je suis l'évolution. Et voilà, vous savez que de base, il y avait l'Homo sapiens il y a longtemps, puis c'est devenu l'Homo sapiens, sapiens. Et puis moi, tout seul, je suis devenu Homo sapiens, sapiens, sapiens. Et vous êtes des Homo scrollus, vous scrollez. Voilà. Non, j'aime bien ce mot Homo scrollus, je voulais le dire. Et le fait d'affronter les choses, bah, c'est possible de faire le premier pas pour intégrer ce qu'on a intégré, quoi que ce soit, un traumatisme, un souvenir, une révélation, une vérité. Et voilà. Et du coup, après, quand arrive le moment de changer, quelqu'un qui a fui l'expérience, quelqu'un qui a résisté, il a beaucoup de chances de se perdre, il a beaucoup de chances dans sa vie de tous les jours. Après, il est un peu secoué, il est pas bien, et il va facilement se diriger vers des plaisirs et des trucs comme ça. Et je connais des gens qui ont fait des trips où ils étaient mal préparés, ils voulaient pas changer, et après le trip, parce que ça leur apporte du positif, ils sont partis dans des comportements, ou par exemple d'abus de substances, etc., parce qu'ils recherchaient l'inconscience. La conscience leur a fait trop mal, ou plutôt leur réaction à leur inconscience a créé beaucoup de douleur et du coup ils sont dans une recherche d'inconscient comme avec de l'alcool ou des benzodiazépines et des trucs comme ça. Et moi personnellement quand je vois quelqu'un comme ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis que la même personne aurait peut-être pu être plus patiente et ne pas se triper à ce moment-là, mieux préparée, et quelques petits facteurs, ça lui aurait permis d'avoir une autre direction de vie. Et du coup, bah, quand on a affronté l'expérience, etc., bah, c'est possible de changer dans le sens positif, vu qu'on a des révélations, on a plein de choses. Et quand on parle de changer quoi? Eh bien, ça peut être par exemple ce que je dis, les habitudes. Les habitudes, ça veut dire quelqu'un qui va, par exemple, des habitudes toxiques, comme, on va dire, quelqu'un qui va par exemple pas faire de sport, manger de la junk food, dormir à des horaires n'importe comment, et voilà, ça peut être les substances, ça peut être plein de trucs. Après, ça peut être les relations. Des fois, pendant un trip, on peut réaliser qu'une relation n'est pas forcément bonne pour nous. Voilà. C'est quelque chose qui arrive je connais pas mal de gens qui après des trips ou pendant le trip, ils se rendent compte que leur relation dans laquelle ils y sont depuis longtemps, juste par confort, par peur d'être seuls, et ils réalisent qu'un petit peu qu'ils sont dans quelque chose de toxique, etc. Voilà. Après, faites attention, on est quand même bousculé après un trip. Faites pas non plus des décisions sur un coup de tête et dire à votre femme de 30 ans, je te quitte, je vais à l'Himalaya taper de l'ayahuasca avec des moines tibétains. J'ai dit Tibétia pour que ça rime avec ayahuasca, pour que ça rime avec... j'ai oublié, je sais pas. Je suis un peu rappeur, poète, à ma manière. Et puis oui, voilà. Sinon, les changements, ça peut aussi être l'alimentation. Vous savez que autant, par exemple, tout ce qui est présenté actuellement des maladies mentales, on dit oui, c'est des gens qui ont des problèmes, ils n'ont pas assez de sérotonine et tout, on doit leur donner des trucs que Big Pharma, elle gagne beaucoup d'argent avec. Alors qu'il y a plein de théories, comme les théories orthomoléculaires sur tout ce qui est schizophrénie, dépression et tout, ou par exemple, il y a des trucs simples, ou par exemple le gluten, c'est quelque chose qui peut provoquer des réactions psychotiques, etc. Et voilà, il y a plein de trucs dans l'alimentation qui, au final, on est beaucoup influencé et conditionné par, on va dire, le savoir général sur l'alimentation. Mais franchement, en général, c'est des trucs qu'il faut rechercher personnellement. Par exemple, juste un facteur évident, c'est qu'actuellement, il y a les hommes d'aujourd'hui, comparé aux hommes de 30 ans, on a 50% de testostérone en moins. Et du coup, aldostérone, désolé, du coup, testostérone, la testostérone, bah, c'est quelque chose qui va permettre plein de trucs. Déjà, ça permet de se sentir plus stable, moins stressé. En tout cas, bah oui, chez les hommes, logique. Et voilà. Et dans l'alimentation, il y a énormément de trucs comme les huiles qui s'appellent PUFA, les huiles, je pense, de colza, de tournesol et tout. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais bon. Et plein de trucs qui vont contenir des trucs œstrogéniques. Par exemple, il y a même des trucs œstrogéniques dans l'eau du robinet. Bon, c'est tout un délire. Il y en a dans les shampoings, les savons, il y a tellement de trucs
qui pousse à ça, que du coup, après c'est mauvais. Bon, j'ai recherché un peu pourquoi, c'est tout un délire de lobby qui essaie de féminiser l'humanité et tout, mais c'est pas le sujet actuellement. Et ce que je veux dire, c'est qu'avec l'alimentation, et par exemple dans la théorie orthomoléculaire, c'est aussi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont être... qui vont avoir, par exemple, de la schizophrénie ou de la bipolarité, c'est basé juste sur une carence de vitamine B3, ou en tout cas, bah, une supplémentation de vitamine B3 à des doses, on parle du méga dosing, ça a aidé plein de gens, et voilà, il y a aussi des gens qui ont trop d'histamine ou pas assez d'histamine, et ça, c'est des trucs hyper simples à gérer si on veut libérer de l'histamine, et voilà, je pense, histapénia et je sais pas quoi, mais si on veut libérer de l'histamine, il y a des trucs aussi cons que des oranges pressées, et voilà, après, les gens qui, enfin bref, il y a plein de choses à rechercher, et je pense que quand on sort un petit peu, qu'on prend du recul, on peut avoir la motivation de rechercher ça. Après, il y a les pratiques, voilà. Par exemple, on peut introduire des pratiques positives comme la méditation de pleine conscience, du sport. Et quand je dis sport, je suis pas en train de vous dire ouais, partez à la salle de sport, faites du muscle, ah, damn. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ça peut être juste de la marche ou de la danse. Moi, franchement, j'adore danser. Genre, quand je me motive, je peux danser pendant des heures et je découvre batture, je meurs après. Et voilà, c'est vraiment quelque chose juste que vous aimez, ou du yoga, des trucs comme ça peut être un art martial, ça peut être ce que vous voulez, mais quelque chose qui va un petit peu faire bouger le corps, voilà. Après, bah, par exemple, il y a des pratiques négatives qui peuvent, par exemple, être enlevées. Par exemple, la pornographie, je pense l'addiction de base d'une grande majorité de mecs. Bah, je pense que la pornographie, c'est quelque chose qui vraiment il nous désensibilise et nous fait voir le monde d'une certaine manière particulièrement toxique. Et parmi, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a vraiment des withdrawals à la pornographie. Et parmi les withdrawals, c'est-à-dire le manque de pornographie, de arrêter la pornographie, il y a crise de panique. C'est dingue, avec plein de trucs. Insomnie, irritabilité, problème d'érection, etc., etc. Du coup, il y a vraiment plein de trucs qui peuvent être changés dans les pratiques. Et voilà. Et après, je pense que de manière un petit peu ultime, au-delà de tout, bah, c'est le conditionnement. Le conditionnement, pourquoi? Parce que justement, le conditionnement, c'est comment on a été conditionné. Si on prend du recul, franchement, genre, vous vous rendez pas compte à quel point on est brainwash, à quel point on nous fait des lavages de cerveau. Je pense un petit peu maintenant, les gens après Corona, ils s'en sont rendus compte, ils se sont dit, attendez, on nous a fait enfermer dans nos putains de 3 mètres carrés pendant une année. Pourquoi? Parce que pour un virus qui au final, au total, il a tué quoi? 3 millions de personnes en 2 ans. L'alcool tue 3 millions de personnes par an. La cigarette tue 7 millions de personnes par an. Et c'est pas illégal. On est d'accord que... Bref, et du coup, bah, il y a plein de gens qui ont réalisé que peut-être que BFM TV et d'autres chaînes essayaient franchement de nous remplir le crâne, nous injecter des trucs comme ça. Et ce conditionnement, on ne se rend pas compte à quel point c'est quelque chose de complètement fou. Il y a une expérience qui a été faite, je pense, avec des trucs qui sautent. Je pense que c'est pas des sauterelles, c'est je sais pas, bref, des tout petits insectes qui sautent. Je me rappelle même pas c'est quoi. Non, c'est pas les puces qui sautent. Bref. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces insectes qui sautent des fois, parfois très haut, ils les mettent dans un verre bouché, et du coup, au bout d'un moment, à force de se cogner la tête, les insectes, bah, ils s'arrêtent juste avant la surface. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, même quand on enlève le haut de cette surface, bah, les insectes, ils sautent et ils sortent jamais du bocal, parce qu'ils sautent jamais plus haut que la barrière qu'on leur a mis, qui n'existe même plus. Et ce qui est encore plus fou, c'est que quand ils copulent entre eux, ces petits insectes à la con, je sais même pas si c'est sexy quand ils baisent. J'imagine que oui. Et du coup, bah, même leurs enfants, sans avoir jamais été conditionnés avec le truc, bah, les enfants de ces insectes, bah, eux aussi, ils vont pas sauter plus haut que le haut du bocal qui n'est pas bouché. Ça veut dire ils vont passer toute leur vie avec un conditionnement qu'on a appliqué à leurs parents, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est encore, par exemple, maintenant, il y a plein de gens qui ont peut-être une mentalité, on va dire l'ouverture d'esprit et tout. C'est pas forcément, enfin, tu vois, ça a pris une autre connotation. Mais ce que je veux dire, c'est il y a eu du lavage de cerveau dans l'histoire depuis très longtemps. Il y a eu des trucs de dingue qui ont été acceptés, comme Hitler qui voulait buter les feuges, comme l'esclavage. Il y a eu des dingueries que actuellement on n'accepte pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, bah, c'est des gens qui ont été conditionnés à penser comme ça.
et que du coup, après le conditionnement, il y a toujours une part qui va partir à l'enfance, etc. Et tant qu'on ne se libère pas de ce conditionnement, bah, on va toujours faire des choix de vie. On va toujours faire des choix de vie liés à comment on nous a manipulé le cerveau. Voilà. Rappelez-vous juste à l'école, tu fais quelque chose de mal, entre guillemets. Et des fois, quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de mal. C'est mal par rapport à une société cadrée et avec des règles. Mais il y a plein de choses que tu fais quand tu es enfant où tu es puni. Et en soi, d'un point de vue, en tout cas pour moi, moral, t'es pas censé être puni. Et quand tu es là à recopier une punition 100 fois, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, mais c'est du putain de lavage de cerveau. On te dit, tu vois ce message subliminal, tu vas l'écrire, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, etc. Et voilà. Voilà, j'ai toute une vidéo sur le conditionnement, je vous laisserai à la fin pour les curieux. Et sinon, bah, comment ça peut se préparer, tout ça? Comment on peut se préparer au changement? Bah, par exemple, en préparant bien le set and setting. C'est-à-dire déjà le set and setting, c'est l'endroit et comment on se sent mentalement. C'est-à-dire les jours d'avant, y penser, se préparer, faire de l'écriture et tout. Peut-être même écrire ses intentions. Les intentions, ça peut être vraiment, vraiment intéressant de partir dans les intentions et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut, vers quoi on veut se diriger. C'est pas forcément obligé d'avoir des intentions pour un trip, mais ça peut être intéressant dans beaucoup de situations. Après, bah, l'introspection. Partir en introspection, que ce soit avant, pendant le trip, c'est bien de se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi j'ai peur de XY? Pourquoi j'ai peur de ZA? Pourquoi j'ai peur de ça? Voilà, c'est de l'introspection, juste partir à l'intérieur. Et puis voilà, c'est vraiment intéressant. J'ai toute une vidéo sur l'introspection. J'ai aussi une vidéo sur lâcher prise. Et lâcher prise, c'est quoi? C'est accepter de laisser couler les choses. Parce que dans un trip psychédélique, l'idée, c'est pas d'être comme ça, comme un rocher, comme un bloc, un putain de racaillou qui dit ah, je vais devenir un gros lemme. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est justement d'être assez fluide pour être un petit peu comme le courant d'une rivière. Tu es l'eau d'une rivière. Tu n'as pas peur du courant, tu vas avec le courant. Tu es le courant. Tu n'es pas le caillou. Tu n'es pas le caillou. Et voilà. Le lâcher prise, c'est quelque chose qui va beaucoup aider à accepter et accueillir le changement. Et puis, je pense en tout cas la phase la plus importante, c'est l'intégration. Je pense vraiment que c'est l'intégration, en tout cas particulièrement quand on cherche le changement. Parce que si l'expérience n'est pas intégrée, si quelqu'un, voilà, il vit son trip et tout, et puis le lendemain, il rentre dans la même routine, etc. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je connaissais des gens qui avaient peut-être trippé le soir, et le lendemain, ils se réveillent, ils ont mal dormi, ils vont en cours. Il y a des profs qui sont là, qui commencent à leur dire, histoire vraie, qui leur disent, oui, vous faites ingénieur, vous allez avoir un bon salaire, allez, travailler et tout. Et voilà, quand tu te refais brainwash alors que tu es hypersensible, c'est lourd et tu vas avoir du mal à changer, tu vas souffrir, etc. Alors que si tu te donnes du temps pour intégrer et que tu fais ce que tu as à faire pour intégrer, ça peut être passer du temps dans la nature, ça peut être écrire, ça peut être parler dans la vraie vie ou même juste au téléphone avec un ami ou quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui comprend, etc. L'intégration, c'est quelque chose qui va beaucoup aider et c'est avec quoi on va faire les choix pour changer. Et ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas les choix tout de suite. Si le changement n'est pas là, je me rappelle une fois, j'avais fait un trip à la mescaline, le San Pedro, le cactus, où mon but c'était d'arrêter de fumer des cigarettes. Et au final, juste après le trip, j'avais à peine réduit ma consommation de cigarettes et j'étais en mode putain, j'ai pas réussi à changer et tout. Mais vu que le trip, j'étais parti loin dans pourquoi la cigarette, je m'attache à ça, mais ça veut dire qu'il y a des choses derrière. Et il y a quoi derrière? C'est quoi? C'est des traumas, c'est de l'attachement, c'est des peurs, c'est de la rassurance. Me dire au moins j'aurai la clope dans ma vie, dans les moments durs et tout. Le fait d'être parti derrière a fait que quelques jours, quelques semaines, quelques jours après, j'ai commencé à réduire et quelques semaines après, j'avais complètement arrêté. Du coup, vous inquiétez pas si le changement vient pas direct. Et il y a des gens que ça dérange. Des fois, ils font le trip. Et puis, dans les jours qui viennent, ils se disent, putain, je suis dans ma même routine et tout. Si vous laissez juste des petits moments, bon, c'est mieux que ce soit des moyens ou des grands moments. Mais si vous laissez juste certains moments où vous allez intégrer l'expérience, vous allez vous poser vraiment des moments de vide. Ça existe plus. C'est-à-dire, l'humanité, toute sa vie, il y a eu des moments de vide. Tu vois, tu chasses les autruches, tu manges les autruches, il y a le lion, tu t'enfuis du lion, ok, mais la plupart du temps, bah, il y a quand même rien qui se passe, à peu près, il y a rien qui se passe. Et ça a été le cas, je pense, pendant longtemps, jusqu'à l'apparition de trucs comme, par exemple, la télé et tout, qui fait que actuellement,
ça paraît impossible de faire rien. Vraiment, rien faire, ça paraît impossible. Même les gens, comment ils voient la méditation, elle est hyper vue par des gens qui vont dire, oui, si tu veux faire une start-up, tu dois te concentrer, tu te réveilles à 5 heures du mat, tu fais 30 minutes de méditation, puis tu fais une douche froide, tu seras hyper efficace pour faire de l'argent, cette chose illusoire qui est faite par un système capitaliste qui esclavagise tout le monde et qui a aucun sens, vu qu'il y a 1% de la population, qui a plus de la moitié des richesses, etc. Bref, je vais pas me perdre dans le sujet. Ce que je veux dire, c'est juste ne rien faire, cet état de présence, cet état, on va dire, de méditation qui n'a pas besoin d'être là, vous êtes posé en lotus. Vous voyez, cet état de présence est quelque chose qui est rare dans notre monde et je pense que c'est pour ça on est dans un monde où il y a autant de gens qui souffrent, qui ont des maladies mentales et qui sont particulièrement immatures. Parce que je pense que justement, la maturité, elle vient des propres réalisations, elle vient de l'introspection, elle vient des expériences de vie et qu'actuellement, c'est plus ça qui sont vraiment des rythmes, on va dire l'évolution de la vie. Actuellement, c'est va à l'école, t'as le bac, t'as un diplôme, t'as un taf et tout. Et au final, tu fais que être dans la production et la consommation de trucs qui servent à pas grand-chose. Voilà. On est honnête que, je sais pas, par exemple, les nombres imaginaires, le temps que j'ai perdu à voir les nombres imaginaires qui m'ont honnêtement jamais servi de ma vie, ou je sais pas, genre, tout ce que, pourquoi pouvez travailler, ou quelqu'un qui travaille dans une administration qui remplit des fichiers toute la journée, c'est du temps où vous auriez pu mûrir, où vous auriez pu avoir des réalisations, et où vous êtes juste en train de nourrir un système où souvent vous vous faites écraser entre les rouages de ce système. Et ce changement, il peut être intéressant des fois où on peut justement prendre du recul de ce système. Prendre du recul de ce système. Ça veut dire, moi, quand j'ai découvert un petit peu les psychédéliques vers 18 ans, ça m'a rapidement passionné et je voulais faire ma vie de ça. Mais voilà, j'ai dû d'abord quitter l'ingénierie. Alors, de base, quand tu es dans un système, tu es jeune, c'est fais tes études, fini, nanana, et des bonnes notes. Et puis voilà, après, je me rappelle, j'avais switch vers la psychologie. Et je me rappelle que même la psychologie, c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Je voulais être peut-être psychothérapeute dans les psychédéliques, mais je me suis rendu compte que c'était pas la manière dont je voulais partager les choses, un cadre, tout ça, des règles. Moi, je suis hyper à l'aise actuellement avec le fait de faire des vidéos, de partager vraiment ma vision avec les gens et des outils pour que les gens eux-mêmes découvrent un petit peu tout ça, le fait d'écrire des articles et voilà. Et je me dis, bah, je fais quelque chose que j'aime. Quand je travaille, entre guillemets, j'ai pas l'impression de travailler. Genre là, dans ma tête, il y a pas, c'est quand qu'elle va se finir la vidéo? C'est quand qu'elle se finit la vidéo? C'est quand qu'elle se finit la vidéo? Non, c'est pas ça ce qu'il y a dans ma tête. Que ce soit les vidéos ou les articles, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'adore. Et je me dis justement, bah, j'ai eu cette chance de vraiment m'être posé, de me suis dit, c'est quoi les changements que je voulais et tout. Je me rappelle quand j'étais en cours, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? De quoi ils parlent? Je suis qu'avec une bande d'intellos qui veulent faire des ressorts de voitures. C'est pas ce que je veux, moi, dans ma vie. Et c'est pas facile. C'est pas facile le changement, c'est douloureux. Et on ne dit pas que ce soit le changement ou la guérison, parce que je pense que c'est des mots qui vont un peu ensemble d'une certaine manière. C'est douloureux. Et le truc, c'est juste, c'est douloureux, le changement ou la guérison, mais une fois que c'est fait, on est libéré de la même souffrance, mais qui était juste inconsciente et qui dirigeait notre vie sans qu'on la ressente forcément dans notre conscient, mais inconsciemment, c'est juste une souffrance qu'on a mis à nu. Je lui ai donné mon cœur, confiance, confiance, plus de mal que de bien. Et voilà. L'idée, c'est que ce changement, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt pour le changement. Et franchement, si une personne qui m'écoute là, elle est curieuse, elle se dit, ouais, je veux tester les psychédéliques, mais là encore, peut-être, elle est pas sûre, ou elle a peur, ou elle est particulièrement jeune, ou voilà, il peut y avoir plein de facteurs. Ne vous lancez pas dans les trips psychédéliques, en tout cas de manière énervée, si vous n'êtes pas prêt à changer, parce que ça risque de rendre votre vie plus difficile et d'avoir beaucoup de négatifs dans votre vie, honnêtement. Les psychédéliques, c'est un outil pour moi qui est incroyable, qui a un potentiel qui peut vraiment changer la face de l'humanité complètement. Genre, je pense que c'est vraiment le top 1 des trucs dans l'humanité en termes de potentiel. Mais c'est quelque chose avec lequel il faut vraiment faire attention avec l'usage et être responsable.
et que bah, même si vous voulez découvrir ça et que vous êtes particulièrement curieux mais que vous n'êtes pas sûr d'être prêt à changer, au moins restez sur des expériences avec des petites doses ou des molécules qui sont plutôt douces. Et voilà, ne pas directement se lancer par exemple je sais pas, des gros trucs, de l'ayahuasca, de la 5-MeO-DMT, des trucs comme ça. Il y a tellement de molécules qui sont beaucoup plus guirettes, je sais pas, de CB-Fly, euh, je sais pas, la LAD par exemple, des molécules qui n'ont pas forcément cette claque et ce manque de forgiveness. C'est des molécules qui pardonnent pas. Hein, le LSD, ça pardonne pas vraiment. C'est-à-dire, tu as un truc, ils te mettent un gros traumatisme dans la face, t'es là en mode non, je veux pas le LSD. Va dire, t'es là, frérot. T'es là, tu sors pas jusqu'à la fin du cours. Le cours, il dure 12 heures, cousin. Et ça, c'est compliqué. Mais après, si vous êtes prêt, bah, l'idée, c'est la base, c'est d'être prêt et de vouloir changer, je pense, pour les psychédéliques et tout ça. Mais il faut aussi gérer tout ce qu'il y a derrière. Ça veut dire le set and setting, préparer les choses, le bon environnement, le bon truc. Et après, il y a plein de changements qui peuvent s'opérer. Voilà, moi, ma vie, depuis que j'ai découvert je pense que c'était quoi, en 2015, je pense que c'est en 2015 que j'ai découvert un petit peu tout ce qui est psychédélique et tout. Depuis 2015, ma vie, elle a énormément changé. Et franchement, les moments de ma vie où je voulais pas changer, ils ont pas été forcément faciles du tout. Mais je pense que quand même, j'avais pris le recul dans ma vie, les moments où je me sentais pas prêt, de pas triper. Ça m'est arrivé de passer de très longues périodes, genre, je pense, enfin, très longue période, ça dépend de la vision, mais je pense que j'ai déjà passé une année ou quoi sans consommer de psychédéliques. Alors que voilà, c'est quand même mon sujet de prédilection. Et voilà, et des fois, on le sait qu'on veut pas changer, mais des fois, c'est peut-être le changement qui est nécessaire. Je me rappelle quand j'étais accro à tout ce qui était tramadol, kratom, cocaïne, je voulais pas triper. J'avais peur des psychédéliques et au final, je pense que bah c'est un premier trip que j'ai fait aux champignons qui m'a mis une claque, qui m'a dit frère, t'es un peu dans la merde dans ta vie en ce moment-là et voilà qui m'a un petit peu donné l'envie de changer. Et puis c'est au moment où j'avais décidé je me suis dit j'arrête. Moi le compromis que je m'étais fait avec moi-même, j'en parle dans ma vidéo, je pense d'addiction au tramadol, une de mes premières vidéos. Je me suis dit, ça y est, tu sais qu'un trip, ça peut te faire ça, et vas-y, je suis prêt à faire le pas et à arrêter définitivement, et ce trip a tout donné. Et heureusement que j'étais prêt à changer parce que c'était un trip vraiment douloureux. Genre vraiment, je pense qu'il y a peu de moments dans ma vie où je me suis senti aussi mal, mais pas du point de vue juste mal, bad, panique. Non, c'est vraiment un trip, on va dire que je gérais d'une certaine manière, genre j'étais pas, mais une souffrance, un niveau de souffrance et de révélation de à quel point j'ai merdé, à quel point ça va être dur, à quel point je dois changer tout ça, c'était vraiment pas facile. Et j'en ai vécu des choses pas faciles dans ma vie. Du coup, voilà, vraiment respecter. Respecter les psychédéliques, parce que vraiment les psychédéliques, c'est la question qui se pose, c'est êtes-vous prêt à voir que tout ce que vous croyez est faux? Et tout simplement, parce que par exemple, Terence McKenna, une phrase qui dit et à laquelle j'adore énormément, c'est je ne crois en rien, parce qu'au final, la réalité est ce qu'elle est, que vous y croyez ou pas. Tout simplement, la réalité, c'est ce qu'elle est. C'est la pure perception. Peut-être que je twiste ce que c'est en le disant comme ça, mais la réalité, ce qui est, que vous y croyez ou pas. C'est pour ça que moi, personnellement, il n'y a aucune croyance vers laquelle j'essaie de m'attacher ou quoi, parce que je me dis, c'est des croyances. À quoi ça sert de croire en quelque chose? Moi, je suis pour la foi. Je pense qu'avoir la foi, je ne parle pas d'une manière religieuse et tout, mais avoir la foi, ça veut dire cette confiance inconditionnelle en ce que vous voulez, le tout, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, appelez ça vraiment comme vous voulez, avoir cette foi, c'est ça qui permet vraiment de partir à l'infini, et de par exemple vivre des expériences comme la mort de l'ego, l'acceptation de la mort, la transcendance totale, la réalisation de qui on est vraiment. Je pense que ce genre de choses sont pas possibles avec cette première escalier qui est la foi et qui après vient avec la réalisation et la confirmation par le tout de ce savoir inné, de cette intelligence infinie. Et
Timothée Leary, il en parle beaucoup dans son livre l'expérience psychédélique. Et du coup, les amis, bah, je vous laisse sur ça. Je vous laisse ici l'expérience psychédélique de Timothée Leary, où j'en parle et il y a le livre en PDF. Et ici, ma vidéo sur le conditionnement pour se libérer du conditionnement. Et ça, je vous laisse ici ma playlist sur le Ali Flip, qui est un mélange sur lequel je taffe énormément. Et voilà, qui me passionne beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous liker, vous abonner, nanana.